Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paperware, je suis super content, extrêmement content de vous offrir le test du LG C3. Alors comme le test du Panasonic, vous l'avez entendu celui-ci, je suis désolé, c'est le quatrième téléviseur de la série C que je teste sur ma chaîne, donc moment d'émotion quand même. Parce que certains d'entre vous m'ont même connu avec le test du LG C, le C10. Après il y a eu le C1, le C2 et le C3. Au menu de la vidéo, le tour du propriétaire. Qui est-il? Après bien sûr les essais sur le terrain, c'est-à-dire que je l'ai regardé quand même pendant plusieurs soirées, avec des mires, avec Netflix, des Blu-ray discs, tout ce que vous voulez. Alors vous allez voir tous les détails, on va vraiment parler de tout de façon extrêmement franche. Parce que ce produit, avant que je passe au test, ce produit est particulier. Parce que si vous aviez regardé la vidéo sur la chaîne il y a maintenant peut-être 4-5 mois, avec la présentation de la gamme LG, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas forcément un gap entre le C2 et le C3. Donc justement, je vais voir qu'est-ce qui a pu changer sur ce modèle. Est-ce qu'en effet, l'image est ceci ou cela? Et pour ça, justement, après mes essais sur le terrain, il y aura l'homme de la situation, qui est Sylvain. Grâce aux mesures de Sylvain, on saura si par hasard, il ne se serait pas contenté juste d'habiller différemment la mariée et si par hasard on n'aurait pas affaire peu ou prou au même téléviseur. Ce qui serait pas mal parce que le C2 est quand même un très bon téléviseur. Voilà, vous allez bien vous amuser, on va passer un super moment ensemble et pour le moment on va commencer à décoller avec le tour du propriétaire de Qui es-tu, toi, le téléviseur LG C3. Oh oui, avant de commencer encore, je vais pas arrêter de vous parler. Avant de commencer, il faut savoir quand même que pour LG, la série C, c'est l'emblème, c'est l'enjeu maximal, sont les téléviseurs LG les plus vendus. C'est-à-dire qu'en effet, à chaque fois qu'on parle de LG, on dit « Ah, j'ai acheté une C, j'ai acheté voilà, C1, la C2, peut-être vous avez déjà la C3 ». Il y a le côté quand même iconique de la série C, sur laquelle justement, je pense, ils n'ont pas osé toucher à des milliards de choses. Allez, on y va, on va justement arrêter le pointeur, un peu plus, un peu plus. On y va, on va passer au tour du propriétaire. Vous êtes prêts? Eh bien. Sans compter qu'évidemment, il y aura les plus et les moins à la fin de ce test. Comme ça, vous pourrez savoir en un clin d'œil ce qui va ou ce qui ne va pas. Sachez que bien sûr, cette vidéo Ultra HD 4K est chapitrée. Donc, si je vous gonfle, vous dites « Oh là là, il me gonfle !» Mais restez un peu avec moi, vous allez voir, on va tellement se marrer. Parce que je suis en grande forme. Toc, toc, toc. Regardez, regardez. On teste le modèle 65 pouces dans cette vidéo. Mais il faut savoir que cette année, LG a été plutôt généreux en diagonale d'image de la série C3, puisqu'il y a le 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Alors le point commun de ces modèles, c'est qu'ils ont la dalle qu'on appelle la dalle IVO, la dalle OLED EX. Donc OLED EX de LG, c'est une dalle OLED avec plus de luminosité que la dalle classique. Justement, les dalles classiques se retrouvent sur la série B. La série B, c'est dalle classique avec un processeur qui n'est pas celui-ci. Et justement après, je pose mon truc, après les C, il y a le G. Et cette fois-ci, vous avez vu dans la vidéo cette année, justement la présentation des gammes, qu'entre le C et le G, il y a une scission complète. C'est-à-dire qu'en effet, le G prend de l'avance puisqu'il a en effet cette fameuse dalle OLED qui s'appelle MLA avec les micro-lentilles qui boostent de la lumière. Regardez un peu le test sur la chaîne, tout le monde était comme ça et tout, et moi aussi j'en pouvais plus. Tandis que la gamme C ne l'a pas. Donc en effet, il y a vraiment un début de gamme, milieu de gamme extrêmement populaire, donc la série C, et la gamme G pour les gens qui veulent l'accrocher au mur, la galerie, comme c'est beau, ça coûte une blinde, c'est génial, et c'est le modèle le plus performant léger. Cette fois-ci, ils ont bien différencié les choses, donc avec des dalles différentes, des processeurs différents. Allez, on part en exploration, on part en exploration. Regardez cette dalle absolument incroyable ici, 6 mm uniquement. C'est l'épaisseur de la dalle, mais attention, vous avez une partie que je vous montre ici avec l'éclairage, une partie qui fait 4 cm. Donc si vous plaquez le téléviseur au mur avec une fixation VESA, vous aurez 4,5 cm à peu près d'épaisseur. Donc le produit a ceci d'incroyable, quand on va regarder un petit peu ici, c'est qu'il y a des matériaux recyclés. Le téléviseur, je reviens devant, ce téléviseur qui fait 65 pouces. Ce téléviseur ne pèse que 16 kg. C'est-à-dire que je crois que d'une génération à l'autre, ce type de téléviseur a perdu 41% de son poids. Ils utilisent des matériaux composites, ils ont revu entièrement les boards électroniques. C'est-à-dire qu'avant, il y avait par exemple 4 puces pour faire quelque chose. Maintenant, c'est une seule puce. Donc, ils ont débarrassé de plein de trucs et du coup, le téléviseur est vraiment, vraiment allégé. Je crois que c'est la marque qui a fait le plus d'efforts sur le poids des téléviseurs. Perdre 40% ou 45% du poids d'un téléviseur d'une génération à l'autre, ils n'ont pas les mains mortes. Attention, le pied n'est pas rotatif. C'est-à-dire qu'en effet, vous ne pourrez pas faire ça avec celui-ci. Je regrette ça parce que c'est pratique un pied rotatif. Et là, il n'y a pas. Donc, tour du propriétaire. Qui es-tu LG C3? Téléviseur Ultra HD 4K.
compatibilité HDR, donc HDR10, Dolby Vision, il n'y a pas de HDR10+. Côté audio, figurez-vous que là également, il y a une différence par rapport à votre téléviseur C2, C1, C10, mais pas C9. Il y a la compatibilité audio, les Dolby, bon, Dolby Digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos, et cette fois-ci, le téléviseur sait comprendre le DTS. En effet, s'il reçoit un signal DTS qui est prédécodé de votre lecteur de Blu-ray, vous envoyez comme ça un truc en DTS, un film en DTS, DTS HD, lui il dit ah ben, je comprends ce que c'est. Pour une fois, il comprend ce que c'est. Donc il peut le diffuser parce qu'il a été prédécodé par votre lecteur, ou bien il peut renvoyer le signal DTS vers une barre de son. Mais si vous envoyez un signal qui n'est pas décodé, donc un bitstream, depuis le lecteur de Blu-ray, a priori, l'autre il dit voilà, c'est ce qu'il va vous dire. Donc cette fois-ci, avec cette gamme de téléviseurs 2023, on a donc un produit qui est Dolby Atmos et qui comprend les signaux DTS. Alléluia, mes sœurs et frères. Donc bien sûr, on va en reparler, c'est un téléviseur qui est fait pour le cinéma ainsi que pour le gaming. Vous verrez tout à l'heure, il y a une nouvelle barre gaming, il va encore plus vite. Pourquoi il va encore plus vite? Parce qu'il a un nouveau processeur à bord. Il a toujours un processeur qui s'appelle le Alpha 9, bien connu des gens qui aiment LG, génération 6. Alors à chaque fois, LG fait tout un sketch en disant oui, alors le Note est encore plus rapide, encore plus véloce, encore plus si. C'est une intelligence artificielle qui gère tout dessus, parce que vous avez des trucs comme une détection de scène, vous avez un boost du rendu du noir, on va y revenir aussi, et vous avez un mode filmmaker, et vous avez surtout un truc très important sur ce modèle qui n'avait pas forcément sur l'autre, on dirait un footballeur, voilà, avant les buts. C'est-à-dire que sur le C2, il y avait ce qu'on appelle le tone mapping. En fin de compte, le tone mapping, c'est l'analyse de l'image, avec tout ce qui est la colorimétrie, tout ce qui est l'analyse de l'image. Elle se faisait sur 5000 points d'analyse. Là, cette fois-ci, 4 fois plus. Le tone mapping, donc toute la gestion, voilà, la précision, les couleurs et tout, le tone mapping, la fidélité chromatique et tout le reste, est géré sur 20 000 points. Donc, on peut supputer, je le dis avance, on peut supputer que en basse lumière ou en haute lumière, on verra mieux tout ce qui est colorimétrie, détail et autres à l'intérieur des images. Donc a priori, cette nouvelle version du processeur, donc la génération 6, serait plus à même encore d'analyser le signal entrant, c'est-à-dire qu'il est Full HD ou même qualité DVD, et de le travailler pour l'amener à une image 4K de 8,3 millions de pixels. Ça, c'est son travail. C'est un gros challenge pour tous les fabricants d'essayer de se dire, bah voilà, on a un écran qui fait 8,3 millions de pixels, il faut le remplir. Avec du 4K, c'est facile, c'est 8,3 millions de pixels, mais quand c'est pas du 4K, alors là, c'est là que commence le grand calcul einsteinien, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire avec, et a priori, ce processeur serait une bête de compétition pour ça. La bestiole ici présente n'est pas franchement un calque du C2. On sent que la dalle est la même. Moi, je pense que c'est exactement la même dalle. Ils n'ont pas dû faire un travail dessus. Je serais fort surpris que tout à l'heure, notre Sylvain trouve une luminosité différente ou des trucs comme ça. Je pense que c'est la même dalle. Par contre, ils ont mieux habillé la mariée. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah, on va mettre plus de zones d'analyse, du tone mapping. On va faire un processeur qui est encore plus amélioré pour travailler l'image rentrante. On va avoir des petits trucs comme ça qui sont des embellissements de quelque chose qui était déjà bon à la base. C'est-à-dire que faut quand même savoir que le C2 était quand même une bête de compétition, hein. Donc déjà on a une bonne base et on embellit. C'est-à-dire bah tiens, on va garder le terreau et on va faire pousser 2-3 petits trucs de plus. Mais c'est pas une révolution, hein. On va continuer l'exploration. Voici la connectique. Alors, je peux vous dire que si vous avez, si vous avez aimé la connectique du précédent, vous allez adorer celle-là parce que c'est exactement la même chose. Vous avez 4 ports HDMI qui sont en 2.1 à 48 gigas par seconde, donc le débit maximal. Donc les 4 ports HDMI avec un des ports HDMI qui est ARC et iARC, donc pour ressortir un signal Dolby Atmos, du DTS en plus qui peut ressortir. Donc vous pouvez faire des photos, hein. Quand ça ressort, vous pouvez faire une photo, oh là, il est DTS et tout. Vous avez port Ethernet, vous avez 3 ports USB et le truc important, c'est que ce téléviseur, je ne l'ai pas encore dit, est compatible Ultra HD 4K, 120 images par seconde en Dolby Vision. C'est-à-dire que c'est le seul actuellement à être capable de le faire avec le modèle Sony qui va se pointer, qui est le modèle QD OLED, qui sera également 120 Hz Dolby Vision. Mais pendant 2 ans, LG, ils ont été les seuls à avoir ça. Il faut savoir que, je vous l'ai dit très souvent dans les vidéos, une dalle qui fait 6 mm avec une partie électronique qui fait 4 cm, c'est pas toujours facile de balancer 850 watts dessus. Là, ils ont fait 2 fois 10 watts, plus un caisson de grave de 20 watts. Alors, ce qui est intéressant, c'est du 2.2, mais on peut virtualiser pour la première fois en 9.1.2, c'est-à-dire qu'en effet, le système va en balancer partout.
C'est la première année où ça se produit chez LG, donc ils peuvent faire une super spatialisation. Alors sur le terrain, on écoutera tout à l'heure ce que ça vaut, avec une petite captation binaurale pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. On fera très court la captation binaurale pour savoir si en effet c'est efficace ou si par hasard, il ne faudrait pas lui rajouter une barre de son. Du genre pour lui filer un coup de main. Parce qu'en plus l'image est grande, plus il faut du son derrière. Mais c'est pas parce que l'image est plus grande que la dalle est plus épaisse. On garde une dalle hyper fine avec toujours le même bloc derrière et l'image a grandi. Alors pour qu'il y ait une cohérence dans ce que vous écoutez par rapport à ce que vous voyez, plus ça va être grand, plus il faudra un soutien d'une barre de son. Il y a quelque chose de très important avec ces modèles-là, notamment, c'est la double connexion Bluetooth. C'est-à-dire qu'on peut appairer deux enceintes surround en Bluetooth, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le surround Bluetooth. Attention, ce n'est pas un appairage de produits Dolby Atmos. On n'est pas dans la configuration de ce que je vous mets ici avec le système Dolby Atmos Flex Connect. Non, là, mais ce n'est pas un pont Dolby Atmos. On n'en est pas là, surtout pas avec du Bluetooth. Et bien sûr, vous avez la possibilité de marier ce téléviseur avec une barre de son récente signée LG qui disposerait de ce qu'on appelle le WOW Orchestra. Je vous en ai parlé 15 fois sur la chaîne, le WOW Orchestra. C'est un petit peu le Q Symphony de Samsung, version LG, avec la barre de son et le téléviseur qui se parlent. Et toi tu fais ça, moi je fais ça, toi tu fais... Et puis voilà, vous avez comme ça un son qui est complémentaire entre le téléviseur et la barre de son. C'est un mariage qui est quand même exclusif à la marque, c'est-à-dire qu'en effet, ça va marcher avec LG et barre de son LG, la synchro, Sony avec Sony, Samsung avec Samsung. Sinon, le téléviseur va pas vraiment parler de la même façon. Là, c'est un complément dans la même marque. À bord du produit, il y a du Wi-Fi 5 et pas du Wi-Fi 6. Ils ne sont pas encore sur ce protocole chez LG, ça sera peut-être pour la prochaine génération, à ma connaissance. Par contre, un truc qui fonctionne toujours super bien, le gaming. Le gaming, depuis le début, avec les C ou les G, les gamers sont aux anges. Pourquoi? Parce que ça va très vite, il y a beaucoup d'accords avec Xbox, avec Nvidia, il y a FreeSync, le VRR, LLM, le produit va très vite. Et cette année, il y a des compléments autour de justement de ce tableau de bord de gaming que vous connaissez peut-être déjà. Ils ont rajouté des trucs. C'est vrai qu'il y a déjà un contrôle qui est intéressant sur le nombre d'images par seconde, le VRR, la balance des noirs. Il y a un mode qui booste la latence. On en parlait tout à l'heure avec Sylvain. Quand vous n'avez pas boosté la latence, vous êtes déjà vachement bien. Et quand vous boostez la latence, cette fois-ci, le truc, wow, il décolle comme un gros malade. Et voilà, vous avez ce mode dessus. Et surtout, vous avez cette fois-ci un nouveau mode de jeu de personnalisation. C'est-à-dire que vraiment, vous avez votre propre mode de jeu. Chaque fois que vous le réactivez, vous tombez sur vos paramètres, vos caractéristiques personnelles, donc c'est plutôt cool. C'est quand même le meilleur tableau de bord que je connaisse. Ok, il y en a également chez Samsung, il y en a chez Hisense, chez TCL, tout le monde essaie d'en faire, mais là-bas c'était eux qui avaient balancé le tableau de bord que je trouvais le plus complet. On a vraiment tout d'un coup d'œil. Ils ont rajouté des fonctions au fur et à mesure. Bien sûr, c'est des petites fonctions en plus, c'est vraiment de l'embellissement. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que ce téléviseur, il est tout joli, tout mimi et autres. C'est la base du C2 embelli avec des petits trucs en plus, des petites touches. Le truc qui va vous décevoir et qui me déçoit également pour vous, c'est qu'à chaque fois, quand LG change de génération de produit, il y a un OS, WebOS, et il n'est pas rétroactif. Il n'est pas, voilà, ça ne part pas en marche arrière. À chaque fois, vous achetez le téléviseur avec un nouvel OS. Personnellement, je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire que toutes les marques fassent ça, c'est scandaleux. Ça veut dire qu'en fin de compte, à chaque génération, vous avez une obsolescence qui est rapide, puisque à chaque fois, vous ne pouvez pas mettre à jour votre OS. Là, c'est l'OS, donc WebOS 23. Voilà. Et il y a des choses de WebOS 23 que vous n'avez pas. Et quelquefois, ils font des gracieusetés. Et quelquefois, vous avez des choses, des nouveaux OS qui sont mises avec une mise à jour sur d'autres OS. Moi, j'aimerais qu'ils fassent ça à chaque fois. C'est parce que vraiment, ils veulent à chaque fois faire une scission dans les gammes 2021, 2022, 2023, WebOS 21, 22, 23. C'est la même chose pour les autres. C'est pas que LG, c'est toutes les marques, à ma connaissance. Donc, c'est très décevant à chaque fois. Et moi, je suis là et je ne sais pas quoi vous dire, à part qu'en effet, je questionne les chefs produits et les gens dans les marques qui répondent franchement en disant non, c'est un OS par an. Oui, mes cocos. Maintenant, vous allez voir défiler sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, des tas d'images, des images de WebOS 23. Il y a plein de trucs de nouveaux, enfin eux ils disent, et en effet je pense qu'il y a plein de trucs de nouveaux parce qu'il y a un mode qui me fait beaucoup marrer, c'est le mode télétravail. Vous êtes dessus et vous avez un mode télétravail, vous travaillez sur grand écran. Alors il faut bien sûr connecter plein de choses, mais regardez un petit peu, vous avez toutes les icônes qui sont là. On peut donc travailler directement sur ce design épuré puisque vous avez l'agenda, vous avez une création d'un bureau à domicile avec tous les outils, vous pouvez ajouter un clavier, vous pouvez ajouter une souris directement. L'agenda Google peut être également géré au travers de votre téléviseur. Je trouve super pratique et en plus on a le PC à distance pour Windows et autres, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Avec WebOS, je trouve que le design est super épuré.
C'est-à-dire que là, maintenant, les icônes sont mieux classées. Il y a un truc que j'aime beaucoup également avec eux, je vais le faire en direct parce qu'on est entre nous, c'est le tableau de bord pour la maison. Ça m'a toujours fait kiffer parce que je trouve ça super important. On peut gérer ces produits domestiques. Il faut savoir que le téléviseur, enfin, l'écosystème téléviseur est compatible Matter, hein. Il n'y a pas que HomeKit d'Apple. Maintenant, il y a Matter également à l'intérieur. Il y a le contrôle vocal via Google. On a également, regardez un petit peu, là, c'est la PlayStation qui a été connectée. On a la liste très claire de ce qui est connecté, ce qui n'est pas connecté. On peut modifier les ambiances. Je trouve que c'est vraiment bien fichu. Pour finir, il faut savoir que le produit est compatible Alexa et dispose d'un contrôle vocal. La télécommande, bien sûr, pas de rétroéclairage, hein, quel que soit le prix du téléviseur. Vous avez toujours cette télécommande qui est presque inchangée, avec le pointeur qui est une merveille, mais zéro rétroéclairage. Un jour, il faudra quand même en mettre un, quoi. Coucou, je suis ici. Il faut qu'on parle d'un truc super important qui est disponible sur ce téléviseur, qui s'appelle le QMS, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Quick Media Switching. Alors c'est assez particulier, ça permet de passer d'une source à l'autre sans qu'il y ait de décrochage ou de noir entre les sources. Alors on va l'activer avec Apple parce que Apple TV, l'Apple TV 2022 est ce qu'on appelle QMS VRR. Quick Media Switching VRR, c'est pour Variable Refresh Rate, c'est-à-dire que on va pouvoir passer d'une image par exemple 25 images par seconde à 30 ou à 60 sans que ça décroche de tous les côtés. Voici, on va activer donc Apple TV, hop, QMS. Directement l'Apple TV, elle va apparaître ici, donc elle est directement en QMS VRR. On sort de tout ça, hop, le QMS, on sort, c'est immédiat. Voilà. Et donc, ça le fait actuellement avec l'Apple TV 2022 à ma connaissance et les téléviseurs qui sont donc libellés QMS. C'est la seule façon d'avoir ça, à ma connaissance. Si on n'a pas ça, on a toujours les décrochages images. C'est exactement le même type de fonctionnement que pour le gaming. Vous savez, le gaming, quand on passe de 25 images par seconde à 60 images par seconde et que vous n'avez pas de décrochage, et bien là, maintenant, grâce à ce système, il n'y aura pas de décrochage. Le truc le plus fou, c'est que le QMS était prévu il y a 3 ou 4 ans dans la norme HDMI 2.1. Vous l'avez devant vous et on ressort de ça, hop, immédiatement on repart sur autre chose, bing, c'est immédiat. Vous n'avez plus de latence, vous n'avez plus d'écran noir. Ça, j'en rêve pour les vidéoprojecteurs, j'en rêve pour tous les téléviseurs, qu'on arrête d'avoir ces problèmes d'image qui fait 24 images par seconde, on passe à 25, à 60 et ça décroche de tous les côtés. Et ben voilà, on y arrive. Voici donc mes résultats sur le terrain. J'ai passé des soirées et des journées avec le produit et voilà, je vais vous en parler avant que Sylvain intervienne qui lui a des mesures, c'est-à-dire que lui il a la sonde et c'est l'informatique qui parle en quelque sorte. Moi je vais vous dire ce que je ressens, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile parce que j'ai testé donc le C10, le C1, enfin le CX, le C1, le C2, le C3 et entre le C2 et le C3, vous dire qu'il y a un fossé serait vous mentir honteusement, messieurs, dames, parce que c'est la même dalle, ils n'ont pas boosté la dalle, je serais fort surpris que Sylvain trouve une différence de luminosité entre le C2 et le C3. Pour moi, c'est la même luminosité, c'est-à-dire que c'est la même dalle, ils n'ont pas boosté les choses. Le boost, ils l'ont volontairement réservé au G3 et justement au micro-lentilles. Je crois que c'est fait exactement exprès. Donc là, le produit, luminosité classique, un bon OLED comme l'était le C2. La colorimétrie, même chose à mon avis, la colorimétrie est exemplaire, on verra tout à l'heure justement encore avec Sylvain. La colorimétrie est folle, c'est-à-dire qu'on a vraiment des images qui sont vibrantes au niveau de la colorimétrie et surtout le respect des tons chers. C'est là qu'on reconnaît une fidélité chromatique. C'est au moment où on peut dire, ben voilà, est-ce que les gens dans la vie, que vous voyez les gens, vos potes et tout, tous les jours, est-ce que vous trouvez que les visages auraient l'air de ça au niveau de la colorimétrie des visages? Et là, je veux dire que c'est assez fou, ce rendu des tons chers est absolument dingue. La définition d'image est vraiment géniale, c'est-à-dire que vraiment on a des images qui sont piquées, donc avec une belle source, la définition d'image est superbe. Alors justement, définition d'image, avec une image 4K, c'est facile à faire. Par contre, quand on a à l'entrée qui se pointe là de ce téléviseur, coucou, nous on fait du Full HD, nous on a la qualité DVD, ce qui se passe c'est qu'il y a le cerveau derrière. Et je trouve que le cerveau de celui-ci, donc la génération 6, travaille un peu mieux que le précédent. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé que l'upscale, ce qu'on appelle la mise à l'échelle des sources qui ne sont pas 4K, je trouve que c'est en effet plus précis, c'est plus détaillé, c'est plus fluide. Je trouve qu'il y a un petit bond en avant, enfin une petite avancée, attention, un embellissement par rapport au C2. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un fossé entre l'upscale du C2 et du C3. Je vous dis, à mon sens, c'est un peu mieux géré.
Voilà, c'est-à-dire que c'était déjà bien géré, là c'est bien un peu mieux géré. Voilà, c'est tout simplement, ça me paraît mieux. Alors il y a des trucs importants quand même sur le rendu du noir. Vous savez très bien que l'OLED fait un noir qui est vibrant. C'est un noir où il est un tout pépère. Oh, tu vois, je fais du noir, bah tiens, si on éteignait la lumière, bah vas-y, te gêne pas Coco. Ce qui est intéressant avec ce produit par rapport peut-être au C2, c'est que grâce à ce que je dis tout à l'heure qui s'appelle le tone mapping, donc le calcul du tone mapping, sur 20 000 points de calcul plutôt que 5. Moi, j'ai remarqué quand même qu'en basse lumière, c'est-à-dire qu'au moment où il n'y a pas grand-chose à l'image, on distingue peut-être un peu mieux certains détails, colorimétriques, j'entends. C'est-à-dire qu'il va déterrer plus de choses, même chose en haute lumière, ou quelquefois quand il y a du blanc ou quelque chose de très clair, quelquefois les couleurs sont un peu enfouies. Là, je pense qu'il fait mieux le tri. Celui-ci, because, il calcule plus. Mais encore une fois, ce n'est pas pour moi quelque chose de bloquant, c'est-à-dire que c'est pas oh mon Dieu, oh le C2 c'est pas le faire, c'est pas ça du tout. Là on est sur quelque chose qu'on dirait un embellissement. Tu vois, un truc on dit on a fait un peu plus parce qu'en effet c'est une nouvelle gamme, donc on n'allait pas non plus faire exactement la même chose. Donc ils ont poussé le paramètre, ils sont allés un peu plus loin dans le détail en basse lumière et en haute lumière. Justement, on reproche souvent aux téléviseurs OLED quand ils commencent à couper la lumière derrière, on voit rien. Ils ont tendance à tout couper. Ça fait qu'on a du mal quelquefois à faire apparaître certaines choses. Quelquefois en LCD, comme il laisse un peu la lumière derrière, c'est un peu plus facile. Ça dépend des histoires de zones et autres. Mais globalement, là, celui-ci, même en basse lumière, je trouvais qu'il arrivait à déterrer des trucs et ça me paraissait intéressant. Donc, à mon avis, le tone mapping. Ce que j'ai remarqué également, c'est le 24 images par seconde, c'est-à-dire l'image cinéma, quoi, avec un Blu-ray disque. Donc, c'est en 24 images par seconde la plupart du temps. Je trouvais que c'était un peu plus travaillé. C'est-à-dire, c'était bien travaillé sur le C2. Je trouvais que c'était un peu plus naturel. Attention, là, on attaque quelque chose d'important dans cette vidéo qui s'appelle presque parole d'expert. Tu vois, le mec, parole d'expert, je peux vous dire qu'à mon avis, il y a des petites différences. Mais de là à vous dire que, oh ben non, tu as le C2, tu peux le jeter, ben alors même pas en rêve. Le C2, vous l'avez, vous le gardez. Le C3 vous fait pas un fossé. Le vrai fossé, c'est le G3. C'est pas C2 à C3. C'est quelque chose qui est une évidence pour moi. Mais globalement, avec une bonne source, mais c'est bluffant. Mais c'est bluffant. On a, vous voyez les images actuellement à l'écran, justement des mires, on a des couleurs pas possibles, elles vous pètent à la tête comme ça, vous sortent de l'image et tiens, tu les as vues mes couleurs. La fidélité chromatique est exemplaire. Tout ce que j'ai vu sur les mires, c'était exemplaire. C'était fou. Remarquez, cette vidéo passe après le test du Panasonic, mais il ne coûte pas le même prix. Donc dans la catégorie de ce type de produit, c'est étonnant. C'est aussi étonnant que j'ai été étonné du C2. Oui, bonjour. Oh là là, ces éclairages. Du C2. Vous savez que ça marche bien le truc, ça s'arrête au bout de 3 minutes 50 ou un truc comme ça. Dans le noir, personne ne vous entend crier. Regardez ce point qui se balade, absolument pas pollué. C'est un téléviseur OLED, comme il n'y a pas de rétroéclairage. Je ne sais pas ce que ça donne chez vous, c'est l'inconnu du samedi soir. Mais devant moi, c'est le noir intégral avec ce point qui se balade. C'est toujours assez magique. J'ai beau faire ce métier depuis des années, il y a toujours des moments où je me dis c'est super magique. Parce que malgré tout, sur aucun téléviseur LCD, je peux avoir ça aussi nettement, étant donné qu'ils ont toujours un côté avec un halo très clair. Même si là, il y a malgré tout un peu de blooming, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, quand on diffuse comme ça, il y a malgré tout un dallage, c'est-à-dire qu'il y a un écran devant un filtre. Donc il y a toujours une sorte d'écho, malgré tout, de lumière, mais on n'a pas des blocs entiers de rétroéclairage. Mais on a quelque part toujours une petite notion d'une sorte de blooming naturel lié aux propres matériaux de la face avant de la dalle. Le QD OLED est un peu moins sensible à ce phénomène de léger blooming autour d'un point, puisque dans sa conception, le QD OLED a une image qui est plus proche de l'écran, c'est-à-dire qu'elle est plus collée à l'écran. Tandis que là, on a un sandwich entre ce qui est émis par l'OLED et l'avant de l'écran. Et le QD OLED, c'est plus court comme sandwich. Mais globalement, là, c'est parole d'expert. Je suis en train de vous faire un truc de délire. Je suis dans le noir avec un point qui se balade. Donc voilà, c'était important de vous dire que le produit ne m'a pas surpris, je m'attendais exactement à ça. Vous verrez tout à l'heure dans les plus et les moins qu'il y a 2-3 petits trucs au niveau de ce qu'on appelle l'ABL. Également, donc, le moment où le téléviseur, s'il a beaucoup trop de blanc sur la surface, va baisser le niveau. On le voit parce que la dalle a une consommation maximale. Et si elle est atteinte, le téléviseur va commencer à baisser la lumière parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Par contre, si vous mettez un point central uniquement sans solliciter le reste de la dalle, il sera plus lumineux. Donc si vous mettez l'intégralité de la dalle en blanc, le téléviseur va être un peu « Oh là là, il y en a trop, je baisse un peu ». Et ça, c'est un truc que font tous les téléviseurs OLED. Celui-ci, comme d'autres, c'est pour ça qu'on les refroidit. Voilà, on est très technique. C'est vraiment un excellent produit, le C2, un excellent produit, le C3. Il le maîtrise. L'OLED, on n'est pas sur la nouveauté, il maîtrise. Je suis toujours content de faire ces tests-là. Ça me prend 3 ans, mais
Je suis super content. Alors l'audio, je vous ai dit tout à l'heure, le système est un système audio avec 40 watts, donc du grave à 20 watts et 2 x 10 watts, et avec une spatialisation 9.1.2. C'est-à-dire que le téléviseur va prendre le signal audio, Dolby Atmos, et il va dire voilà, il est là, Dolby Atmos, comment je le balance? Je vais vous mettre maintenant quelques petits extraits de ce que peut faire le système avec une captation en binaural. Je ne vais pas faire très long, hein, vous allez entendre un petit peu les choses, et après je reviens. Activated the uplink. Move on that position. Where are you, Mark? Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. Help us, man. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. Donc vous avez entendu, je ne sais pas ce que vous avez entendu, je peux vous dire que sur le terrain, c'est pas non plus probant. C'est-à-dire qu'en effet, ça chatouille un petit peu, ça part. Mais je conseille sur ce modèle-là, en plus 65 pouces, de lui additionner une barre de son. Je vous conseille vraiment de mettre une barre de son avec. Bien sûr, le téléviseur, c'est faire du son. Bien sûr, vous avez les voix, vous avez quelques effets qui sont comme ça dissipés dans la pièce. Vous n'avez pas, à mon sens, de précision. Quand on me dit c'est du 9.1.2, 9.1, vous vous rendez compte ce que c'est que 9.1 canaux? Vous balancez comme ça à partir de deux enceintes, il faut vraiment que ça aille de tous les côtés au niveau de l'algorithme. Et là, il ne peut pas dire, il essaye. C'est déjà bien.
Il essaye de vous en balancer, mais ça part un peu de tous les côtés. Donc voilà, si vous voulez avoir des dialogues encore plus clairs, des effets réellement plus probants par rapport à certaines bonnes sources Dolby Atmos, je vous conseille de rajouter une barre Dolby Atmos ou un système Dolby Atmos autour de ce téléviseur, qui est grand justement et qui a besoin d'un soutien audio pour que le spectacle soit parfaitement cohérent. Bonjour Sylvain. Bonjour Pépé. Bon, ça va? Ça va super et toi? Dis bonjour, ouais, je suis en pleine forme, dis bonjour à ton fan club. Salut tout le monde. Voilà, il est là avec l'ordinateur et puis bien sûr The Sondas qui est ici. On va s'attaquer à un produit intéressant, le C3 de LG. Tout à fait. En 65 pouces testé cette fois-ci. 65 pouces. On commence par le fameux pic de luminosité. Yes. Ce fameux pic de luminosité en mode filmmaker qui permet d'obtenir les meilleurs résultats de façon cinématographique a été obtenu à 835 candela par mètre carré. Valeur normale. Valeur normale, effectivement, Et mais en pas- progression par rapport, pour répondre à votre question, mon cher Pépé, Merci. en progression par rapport au modèle C2 65 pouces également, qui a été mesuré dans les mêmes conditions à 780 candela par mètre carré. Donc on pousse un peu, mais c'est pas le G... Je continue à dire que le G3 est un fossé volontaire de la part de LG. Il y a le G3 et le reste. Après moi, le déluge. En plein écran maintenant, le pic de luminosité a été mesuré à 155 candela par mètre carré. C'est légèrement moins que le C2 qui a été mesuré à 165 candela par mètre carré. On verra pas non plus... Les gens ne sont pas en train de dire, tiens, c'est moins lumineux. Disons que c'est une valeur qui est, on va dire, modérée. Exactement, et surtout, ce que toi, c'est en plein écran. D'accord. On passe maintenant aux valeurs de fidélité des couleurs. Yes. Toujours en mode filmmaker qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. J'ai obtenu un delta E moyen de 1,09. Ils sont toujours très très forts là-dessus. Hein. C'est une fidélité chromatique absolument dingue. Je trouve ça un peu- Exactement. On est en dessous du fameux seuil de 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. On continue sur les mesures. La température des couleurs, une courbe magnifique, aucune dérive chromatique On la voit. et une valeur moyenne mesurée à 6484 Kelvin. C'est un métronome le truc. Exactement. Le gamma moyen a été mesuré à 2,36. Là, pareil, la courbe est excellente. Un modèle. C'est un métronome le truc. Il y a juste, vous avez remarqué, une légère courbure sur la fin, à 95%. Il y a un petit choc. Un petit zigouigoui, on va dire. Ouais. Exactement. Petit zigouigoui. Tout le reste est très bon. Le contraste peut être considéré comme... Infini, même si quelquefois dans les commentaires, les gens me disent le contraste peut être infini, que s'il n'y a pas de réflexion de la lumière sur la dalle, c'est pas faux. C'est-à-dire dans le noir complet, vous coupez, il n'y a plus rien. Bien sûr, si vous avez des réflexions partout, vous avez une sensation de contraste qui peut être appauvrie, mais c'est la façon dont la dalle va réfléchir de la lumière. Maintenant, on passe aux mesures en HDR. Toujours le mode filmmaker qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. La fidélité des couleurs est encore excellente puisque le delta E moyen était mesuré à 0,81, encore inférieur à 3, donc parfait calibrage. Presque, on approche les records là au niveau de la fidélité. Alors le record est détenu encore par le C1 ou le C2 à 0,71. Là maintenant, l'œil ne voit plus. Hein. Ça, c'est la sonde voit, mais nous, c'est compliqué. Hein. Exactement. Le pic de luminosité, toujours en mode filmmaker, je le rappelle, 835 candela par mètre carré. On passe maintenant aux couvertures des espaces colorimétriques. Le REC 709 a été mesuré à 96,4%. Le DCI-P3 a été mesuré à 97,20%. Et enfin, l'espace colorimétrique BT2020 a été mesuré à 71,43%. Est-ce qu'on passe maintenant par hasard au gaming, un truc comme ça Au gaming. Parce que là, je sais que les gens, enfin les C, hein, les C, les C9, C10 et tous, et les gens C'est adorent vrai, ça c'est pour le deux, gaming. Alors, est-ce qu'ils sont dans le mur ou pas? Non, pas du tout. On continue sur la même lancée. Effectivement, puisqu'on a un très bon mode jeu sur ce téléviseur qui nous permet d'atteindre 12,5 millisecondes. Si on active le mode renforçateur, à ce moment-là, on passe à 9,2 millisecondes d'input lag. Parmi les meilleurs. Exactement. Ça correspond à moins d'une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la manette et où l'action se déroule à l'écran. Le pic de luminosité a été mesuré à 851 candela par mètre carré, donc légèrement supérieur encore au mode de filmmaker. Le delta E moyen, la fidélité des couleurs, a été mesuré à 4,85. C'est pas pire, mais c'est pas le meilleur. Non, c'est légèrement au-dessus de 3. Ça correspond à des couleurs un peu saturées, effectivement. C'est voulu de la part de LG, c'est assumé. Voilà, en général, pour le gaming, c'est ce qu'on dit toujours dans toutes les vidéos avec les tests. En général, ils poussent le trait, c'est-à-dire qu'ils balancent beaucoup de colorimétrie, ils font un truc qui est très, très flashy. Et là, ça se confirme. Il n'y a que 2-3 téléviseurs qu'on a testés qui étaient en effet en dessous de ça. Je crois que c'était Sony ou TCL. TCL, qui restaient dans des valeurs normales avec du gaming. Sinon, tout le monde pousse à fond. Jusqu'à 8, on a eu jusqu'à 8. Oui, tout à fait. Oui, des valeurs assez Ouais, mais là, ça partait en vrille. bizarres. On termine par la consommation maintenant de ce téléviseur. Une grande valeur chez LG,
puisque la consommation de ce téléviseur en mode cinéma, j'ai pu obtenir 49,5 Wh, ce qui est légèrement au-dessus du Sur téléviseur. 65 pouces quand même. Hein. Exactement, sur du 65 pouces, donc c'est assez énorme. Le téléviseur de la génération précédente, le C2, a été mesuré dans les mêmes conditions à 47 Wh, mais c'est déjà exceptionnel, là, sachant qu'on a augmenté la luminosité. Et maintenant, la consommation en Dolby Vision a été mesurée à 58,5 Wh contre 66,5 pour la génération précédente. Progrès. Plus lumineux encore Ouais. et moins consommateur d'électricité. Voilà, merci beaucoup, monsieur Sylvain. On retrouve très très vite parce qu'il y a plein de téléviseurs qui arrivent en retard, j'entends. On fait le max, on fait le max. Parfaitement. Merci Sylvain. Merci Pépé, à Ciao. très vite. Ciao, ciao. Voici maintenant la célèbre séquence des plus et des moins. Les plus, donc les caresses. Qualité d'image, une qualité d'image surprenante quand même. Rendu du noir, colorimétrie. La précision de la colorimétrie est exemplaire. C'est vraiment extrêmement fidèle à la source. C'est superbe. En même temps, bien sûr, le rendu du noir. Et à mon sens, le processeur travaille mieux justement les couleurs en basse et haute lumière. 4 ports HDMI 2.1, plein pot, 48 Go. Compatibilité en gaming, Dolby Vision, 120 images par seconde. Le téléviseur est compatible QMS, Quick Media Switching, c'est-à-dire la possibilité d'être relié à l'Apple TV 2022 par exemple, et quand vous passez d'une source à l'autre, vous n'avez pas d'écran noir. C'est-à-dire que le switch se fait normalement entre une image 24 images par seconde, une image en 25 images par seconde, 30 images par seconde, au travers de toutes les sources que vous zappez comme ça. Vous n'avez pas de décrochage. Uniquement Apple TV à ma connaissance, c'est la seule que j'ai qui est capable de le faire avec ce téléviseur. Le gaming super rapide, c'est incroyable. En gaming, c'est une bombe ce truc, mais c'est pas nouveau hein. Sur les C ou les G, le téléviseur va très très vite. La barre de gaming, vraiment c'est un point fort de toute cette gamme de téléviseurs. La barre de gaming, en plus là, ils ont rajouté des modes avec des paramètres, avec un optimiseur personnel. Vous pouvez personnaliser votre gaming, c'est vachement bien fait, vraiment. Compatibilité. Dolby, Dolby Atmos, DTS, DTS HD, DTS X, il peut comprendre le DTS et le rebalancer vers une barre de son externe. C'est pas rien ça quand même quand on connaît l'histoire. Ça s'est arrêté avec le C9, le DTS. Et maintenant ça revient, comme ça, royal au bar. Si vous avez une barre de son LG de récente génération, vous avez le mode WOW, WOW, qui permet au téléviseur d'avoir la main sur la barre de son et vice versa. Donc il se complète, le son du téléviseur plus le son de la barre de son, vous avez un système complet comme ça. Alors ça fait partie des possibilités au travers de la HDMI ARC et iARC. Compatibilité AirPlay, HomeKit et compatibilité avec l'écosystème d'objets connectés Matter. La possibilité d'appairer 2 enceintes surround en Bluetooth. Vous avez 2 enceintes similaires en surround appairées au téléviseur à l'arrière. C'est pas du Dolby Atmos à l'arrière comme le système TCL ou Dolby, mais c'est un système très très pratique. On peut également appairer 2 casques en Bluetooth. Le filtre anti-reflet fonctionne vachement bien. C'est pas le meilleur que j'ai vu, le meilleur étant à mon sens chez LG, le LG G3, mais là ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est compliqué quand on réfléchit bien d'avoir une dalle comme ça, qui est grande, avec en plus l'éclairage, une pièce, une baie vitrée, mais ça s'en sort pas mal du tout. Voilà, faut le savoir. Les moings. Alors dans les moings, je vais mettre ceci. La télécommande, hein, alors que le téléviseur coûte 1000 €, 2000, 3000, 4000, la télécommande non rétroéclairée. C'est ennuyeux dans le noir quand tu es là. Moi, ça m'énerve ça, que ça ne soit pas rétroéclairé, messieurs, dames de LG et autres marques. D'ailleurs. Alors dans les moins, je vais mettre un truc qui va vous surprendre, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup malgré tout de différence entre le C2 et le C3. Alors le truc c'est qu'on a bien sûr ajouté la compatibilité avec le DTS qui est compris ou des petits trucs comme ça. On a amélioré des petits points par-ci, des petits points par-là, mais globalement, on a un téléviseur qui n'est pas franchement différent du C2. Je le mets dans les moins parce que je suis un rêveur. Je me dis toujours, tiens, une nouvelle génération de produits, il va faire des tas de trucs. Oui, il les fait en bien, comme le faisait en bien également le C2, qui est un excellent produit. Là, vous avez des petits trucs en plus, vous le savez dans la vidéo. Le pied qui n'est pas rotatif. Moi, j'aime bien les pieds rotatifs, c'est pratique pour les gens. Pas de prise casque, pas de prise en charge du 144 Hz qui pourrait être envoyé par un PC, avec du gaming notamment, alors que d'autres téléviseurs travaillent en 144 Hz. Pas de Wi-Fi 6, c'est encore Wi-Fi 5, à ma connaissance. Il y a eu quelques petits effets liés à ce qu'on appelle l'ABL. Alors l'ABL, c'est un limiteur de niveau de blanc, si je puis dire. Si votre dalle commence à faire beaucoup de blanc, imaginez un blanc complet, la dalle est limitée dans sa consommation d'énergie, dans ce qu'elle peut utiliser comme énergie. Dans ce cas-là, si elle voit qu'il y a trop de blanc, elle va baisser le niveau du blanc, donc vous aurez l'impression que c'est moins lumineux. Par contre, si par exemple dans la dalle, vous n'affichez qu'un carré ici de blanc, il sera extrêmement lumineux parce qu'il ne pompe pas beaucoup d'énergie. Donc là, c'est des effets ce qu'on appelle d'ABL. Il peut y avoir des effets où à un moment, vous allez vous dire, bah tiens, c'est baissé, on baisse la lumière. Bah oui, parce que la dalle est trop exploitée en quelque sorte. Elle a sa limitation technique au niveau de sa consommation. Voilà, il y a quelques effets d'ABL.
C'est pas non plus, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Non, mais il y en a. La section audio. La section audio est quand même assez moyenne. On a quelques petits effets comme ça, les dialogues sont clairs, mais ça manque de patates. Donc pour un téléviseur qui est aussi grand que ça, si vous le pouvez, ajoutez une barre de son. Et pas une petite, hein, mettez un truc quand même qui peut envoyer parce que vous avez justement une très grande image. Voilà, voilà, je vous dis pas quelle heure il est pendant ce tournage parce que c'est indécent, mais je suis super content. Vraiment content d'avoir fait le test du C3, ça fait un moment que je l'avais en plus ici, que je le regardais, il fallait que je trouve le créneau pour le diffuser sur la chaîne, je voulais pas le faire pendant l'été parce que je sais pas le moment en plus pour diffuser des tests de télé, même la rentrée, je trouve que c'est encore un peu compliqué, vous reprenez le travail, vous avez des tests de télé à 2000 €, vous dites ah, qu'est-ce qui se passe et tout, mais ça peut vous servir pour Noël quand même cette vidéo. Voilà, c'est fait, je suis content, je l'ai scruté, j'ai passé beaucoup de temps avec, je vous dis ce que j'en pensais, Sylvain vous a donné les mesures, maintenant à vous de jouer, est-ce que ce produit vous plaît? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec le C2? Je ne crois pas. La concurrence en face, il y a du monde. Donc, il y a plein de tests qui se pointent avec du retard de ouf. Puisqu'il va y avoir la GoPro, il va y avoir les smartphones, il va y avoir des casques, écouteurs et d'autres téléviseurs. Et je suis content, mais je sais que je prends beaucoup de temps et beaucoup de retard surtout. Parce que ce type de test, c'est 3, 4, 5 jours de travail. Et pendant ces jours de travail, je ne vais faire rien d'autre. Donc, c'est compliqué de tout faire en même temps. Et la rentrée est très chargée entre l'IFA de Berlin qui a été compliqué parce que j'ai sorti beaucoup de vlogs, peut-être trop, j'en sais rien. Et en même temps, on va commencer déjà à penser au CES de Las Vegas et à tout ce qui se passe également pour la fin de l'année qui va être, je pense, assez chargé. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent, même si en effet, les gens n'ont peut-être pas le dinero pour que ça se produise, il y a beaucoup de marques qui vont lancer beaucoup de choses pour inonder un petit peu comme ça votre timeline de tous les côtés, de tous les tests. Merci encore d'être sur cette chaîne, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très vite. Et lui, il va repartir dans son petit carton. Il va repartir directement dans sa maison. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Allez, portez-vous bien surtout, c'est important. Ciao.